Voilà, nous allons reprendre pour la dernière séance de ce deuxième jour anniversaire avec une petite table ronde consacrée à un énorme sujet, celui des passeurs et des médiateurs. Et tout d'abord, je dois présenter les excuses et l'immense regret de Thomas Gatkins, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Il le regrette profondément, mais malheureusement, il a été retenu à l'étranger. Et il voulait évidemment transmettre toutes ses amitiés et ses bons voeux à Christophe Paumian. Et nous rattraperons cette discussion-là bientôt autour de Wilhelm von Bode, le sujet qu'il avait envie d'offrir aujourd'hui à Christophe Paumian. Et comme tout le monde aujourd'hui a partagé une anecdote personnelle au sujet de Christophe Paumian, puisque nous avons tous été traversés d'une certaine manière, nos existences ont été touchées par Christophe Paumian. Je voulais aussi commencer par une anecdote personnelle qui m'a beaucoup marquée il y a 20 ans, au moment... Ah, vous voulez tous entendre l'anecdote. Alors, il y a 20 ans, je rencontrais avec beaucoup de timidité le grand Christophe Paumian et je lui parlais de mon projet de thèse. La réception en Allemagne de la peinture française au XIXe siècle. Et son verdict était laconique, ce n'est pas possible. Et étant donné les sujets qu'il a traités et son projet aujourd'hui d'écrire une histoire mondiale des musées en 3 volumes, je lui retourne la chose. Tout ce que vous avez fait, en fait, n'était pas possible. Donc c'est plutôt une incitation, une invitation quand vous dites ça et quand on regarde vos travaux, de se dire qu'en réalité, quand on est curieux, quand on a envie de croiser les champs, de regarder par-dessus les frontières et de se nourrir de ces différentes disciplines qui nous animent, rien n'est impossible. Et puis aujourd'hui, une drôle de coïncidence aussi, ce matin nous avions un atelier en interne à l'INHA qu'on aurait pu partager en fait aussi comme cadeau d'anniversaire, puisque notre chef du catalogue, c'est un monsieur formidable, Olivier Mabille, à la bibliothèque de l'INHA, a proposé une réflexion qu'il a menée avec Pauline Guyot, qui est ici aussi, jeune étudiante en thèse sur les demi-mondaines collectionneuses d'art au XIXe siècle. Ils ont travaillé tous les deux sur la classification des livres consacrés aux collectionneurs privés. Et c'est un sujet extrêmement complexe. Comment ordonner ces 2000 ouvrages et plus dans des catégories qui leur conviennent? Comment distinguer des collectionneurs princiers, des collectionneurs, des souverains qui ont collectionné et dont les collections sont devenues publiques, de collectionneurs particuliers? Est-ce qu'il faut le faire? Comment le faire? Toutes ces questions, qui sont en fait des questions profondément épistémologiques, sont traversées par ce que vous avez traité. Et je note ici dans l'exposé que m'a transmis Pauline et que je vous donnerai tout de suite après, c'est que le premier point concerne les ouvrages de Christophe Paumian. Donc c'est un sujet d'actualité toujours. Comment ordonner, comment classer ces savoirs autour des collections, ces savoirs qui sont si nombreux et qu'il faut réussir à conjuguer, à articuler ensemble, ce qui évidemment est un défi et on l'a vu, ce n'est pas impossible, mais c'est quand même très difficile. Cela dit, l'INHA a depuis le début travaillé sur ces questions et je voulais aussi montrer à quel point une recherche telle que Christophe Paumian l'a menée a été décisive pour une institution comme celle que je représente aujourd'hui, puisque à sa création en 2001, un domaine de recherche avait été inventé, celui de l'histoire du goût, dans lequel ont été menés des programmes aujourd'hui connus comme le RÉTIF, le répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises par exemple, mais dont le nom a été changé assez rapidement pour un titre qui rend beaucoup plus compte de la complexité de la chose et qui répond à cette critique fondamentale que vous avez opérée depuis la fin des années 70, en adoptant un titre à rallonge, mais il faut bien ce qu'il faut, Histoire des collections, Histoire des institutions artistiques et culturelles, Économie de l'art. Et on voit
au fur et à mesure des programmes, comment l'intérêt s'est porté de plus en plus vers les acteurs de ces collections, vers ces agents qui ont inventé ces collections et vers ces acteurs qui ont fait le système de l'art de façon beaucoup plus globale. Et je tenais à signaler quelques projets de recherche qui ont été menés ici, et j'en cite un en premier lieu aussi en amitié, en hommage à Bénédicte Savoie qui nous a rejoints à l'instant, puisqu'il est mené en partenariat avec l'Université technique de Berlin, celui sur le répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, qui s'intéresse précisément à ceux qui ont gravité autour de ces collections, soit pour les disloquer, les trahir, soit pour les protéger et les transformer pour leur protection. Et c'est un projet qui s'intéresse vraiment à cet ensemble d'acteurs. Ce n'est pas une plateforme qui va désigner des coupables ou des victimes, mais qui va plutôt s'intéresser vraiment au rôle que chacun a pu jouer dans cet ensemble très complexe du marché de l'art sous l'occupation. Je voulais vous montrer aussi cet autre projet qui a été mené depuis quelques années sur les ventes d'œuvres d'art antique au XIXe siècle et qui procède d'un dépouillement minutieux des catalogues de vente aux enchères, mais aussi des procès-verbaux de ces ventes aux enchères dans les archives de Paris, et qui a donné lieu, après un dépouillement extraordinairement minutieux pendant quelques années, à la possibilité de visualiser ces données, à la fois les acteurs qui étaient impliqués et que l'on peut combiner et dont on peut voir l'interaction qu'ils aient vendu, acheté, partagé, expertisé des objets. Et donc on peut faire apparaître la toile des relations entre ces personnages. On peut faire apparaître la question des valeurs de ces objets qui ont été échangés au cours du temps, avec des systèmes de variation de valeurs au cours du temps. Et on peut évidemment aussi travailler sur les objets eux-mêmes et leur trajectoire, véritablement leur biographie, depuis leur lieu de fouille, depuis le moment où ils ont été découverts, jusqu'à l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui et les différentes ventes par lesquelles ils sont passés. Et on peut le visualiser, je vous l'ai montré au début, par ces seaux de puce. Tout ça se trouve en ligne? Oui, tout ça est en ligne. Alors là... Je ne sais pas si vous voyez la carte en fond, où on peut passer donc de l'endroit où l'œuvre a été créée à l'endroit où elle a été trouvée, aux ventes par lesquelles elle est passée, jusqu'au musée où il se trouve aujourd'hui, ce qui permet vraiment de suivre ces biographies d'objets de manière extrêmement précise et documentée. Et quelque part, ce type de recherche répond à ce que Christophe Pomian note dans différents de ses essais quand il dit qu'il est besoin de multiplier les recherches, de développer, de travailler sur des milliers d'inventaires pour pouvoir compléter ses impressions. Parfois, il qualifie ses propres études d'impressionnistes, même si ce qualificatif peut être sans doute discuté, mais que ces recherches qui ont porté sur ce champ des collections et de la circulation des objets, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a sans doute été multiplié, comme vous l'appeliez de vos voeux, mais qu'il faut continuer à interroger avec les bonnes questions, parce que les données en masse, sans les bonnes questions, ça ne sert évidemment à rien. Et je pense que là encore, vous êtes toujours une source d'inspiration essentielle pour poser ces questions-là. Et des recherches qui ont été menées ici aussi, comme celle sur les sociétés des amis des arts, il faut que je retrouve la bonne chose,
où des dépouillements systématiques ont été faits d'archives liées à ces sociétés créées au cours du 19e siècle et au 20e siècle pour réunir les amateurs d'art, ceux qui pensaient que l'art était utile pour la société, pour son progrès, pour l'amener vers un état meilleur et où l'art serait quelque chose de partagé véritablement. Ces sociétés des Amis des Arts ont fait l'objet d'un travail collectif, et il y a ici dans la salle aussi quelques personnes qui ont contribué à ces réflexions. Aujourd'hui, nous avons une cartographie de ces sources pour pouvoir travailler sur ces sociétés, sur ces acteurs centraux des collections et de l'action privée qui souvent s'est faite dans l'idée ou dans la logique d'une action publique. On compense les défauts, les faiblesses d'une action publique par des démarches individuelles, par des démarches collectives portées par des individus qui vont organiser des expositions, acheter des œuvres pour créer des musées et donc constituer la mémoire et le patrimoine vivant d'une communauté. On est ici dans une dynamique qui a été très bien et très profondément décrite par Christophe Pomian, qui a noté dans différents essais que certes, si on constate, et on constatera toujours que les collectionneurs étaient plus nombreux que ceux qu'on connaissait encore il y a 30 ans, il reste une minorité de la population, mais cette minorité a une influence considérable sur l'évolution de la culture européenne. Et ce que vous dites à propos des Vénitiens, par exemple, vaut effectivement plus généralement pour ces figures de passeurs, de médiateurs, qui ont joué un rôle central, sinon indispensable, dans la construction d'une culture européenne, mais pas seulement, et qui ont contribué à façonner l'ordre du temps. Et je pense ici à une figure que j'ai beaucoup suivie, celle de l'allemand Louis Friedrich Sachs, descendant de huguenots qui a vécu à Berlin dans la première moitié du XIXe siècle, qui avait commencé une carrière d'intellectuel en tant que... qui avait commencé sa vie professionnelle comme secrétaire de Humboldt, mais qui s'était, comme vous, engagé et qui avait été condamné non pas à l'exil, mais à la prison pour son soulèvement contre l'autorité prussienne, et qui avait donc dû abandonner cette carrière d'intellectuel et qui s'était tourné vers les métiers d'art. Il s'est tourné vers la lithographie en étant formé par les grands pontes de l'époque, Alois Senefelder à Munich, les grands ateliers parisiens, et qui était retourné à Berlin pour créer l'Institut lithographique de la ville, embauchant des Français, des Allemands, pour les faire travailler ensemble à la pointe même de cette technologie moderne de reproduction, et qui s'est petit à petit lancé dans le marché de l'art avec la conviction que importer et exporter les œuvres allait contribuer à créer cette culture européenne dont il avait décelé en fait l'origine dès le Moyen-Âge. Il avait en prison écrit un mémoire sur le commerce comme fondement d'une culture commune en Europe au Moyen-Âge, et donc son action en tant que marchand d'art qui importait des œuvres françaises, hollandaises en Prusse pour les diffuser ensuite de Halberstadt à Königsberg, à Stettin, à Gdansk aussi, pour connecter le monde de l'art. Cette action-là, elle n'était pas uniquement spéculative et mercantile, elle était profondément portée par une conviction qu'il était là en train, à son niveau et par son action, de construire aussi une culture commune, une culture du partage et une culture de l'échange. Et je pense que ces figures-là, ce sont les figures clés qui nous permettent de comprendre justement ce que des histoires institutionnelles souvent masquent et ne permettent pas de saisir. C'est souvent dans les marges aussi de l'histoire que l'on trouve des figures de passeurs et de passeuses importantes. Alors, à un endroit de votre article sur les collectionneuses américaines, vous dites de façon très péremptoire qu'une étude sur les collectionneuses en Europe
au XIXe siècle n'aurait sans doute pas beaucoup d'intérêt. Donc je l'ai tout de suite envoyé à Pauline Guyot en lui disant « Voyez, votre sujet est un sujet impossible, mais selon les termes de Christophe Homian, c'est un sujet nécessaire. » Et on se rend compte effectivement qu'il y a des femmes qui n'ont pas ce rôle prééminent qu'ont eu les grandes collectionneuses américaines qui ont créé des musées importants qui portent aujourd'hui leur nom ou qui sont devenus les phares de la muséographie et du paysage des musées américains, en premier lieu le Museum of Modern Art. Mais ces femmes actives en Europe, comme Mathilde von Waldenburg par exemple, ont préparé le terrain par des initiatives qui certes n'ont pas abouti, mais qui ont nourri des projets, comme celui de la Galerie nationale de Berlin, qu'elle avait proposé bien avant que Wagner ne fasse son grand don au prince de Prusse, mais aussi des figures comme, et je la prends à dessein, Johanna von Hase, née à Poznan d'un père écossais et d'une mère polonaise, et qui toute sa vie a œuvré pour mettre en relation les différents champs, musique, art, littérature, théâtre, avec beaucoup de sens de la polémique, de la critique, de la contestation, de l'ordre établi, qui ne s'est jamais marié, donc là aussi qui, jusque dans sa vie privée, a refusé certains codes de la vie sociale, mais qui a toujours œuvré à écrire pour faire connaître les auteurs français au public allemand et inversement, qui a toujours œuvré pour ouvrir le regard devant les œuvres, devant le marché des esclaves de Biard à Leipzig, où elle interpelle la bourgeoisie leipzigoise en disant « Vous plaignez ces hommes-là et vous contraignez vos épouses à une domesticité forcée, vos maîtres à la mendicité, et à dénoncer ce qui, dans sa propre société, était de l'ordre de l'esclavage. » Et donc, elle s'obstine dans ses textes de façon très, 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 très lucide à décrypter à travers l'art la situation du temps présent. Et je pense que ces figures-là, en fait, c'est aussi vous qui avez contribué à nous apprendre à les regarder, parfois aussi en allant dans les angles morts que vous aviez relevés et parfois qualifiés d'impossibles, mais c'est aussi avec votre audace que ce genre de personnages, qui parfois nous font aussi un peu penser à vous, nous ont inspirés et nous ont inspiré des recherches. Et ce sont donc ces passeurs, ces médiateurs qui sont au centre de notre table ronde conclusive, ceux qui ont inventé la culture, ceux qui ont aussi souvent été les inventeurs des outils de leur conceptualisation et de leur appropriation. Et donc je suis ravie de pouvoir vous présenter, pour commencer, René Kistemaker, du Musée historique d'Amsterdam, qui a travaillé à la fois à la question de l'urbanisme, de l'organisation des espaces publics aux Pays-Bas, aussi à l'histoire de la distribution alimentaire, de l'histoire de l'alimentation à Amsterdam au XVIe et XVIIIe siècle, à l'histoire des collections, et qui aujourd'hui va nous raconter la visite du tsar Pierre le Grand à Amsterdam et l'effet de cette visite sur l'histoire des musées en Russie. Et je remercie donc René de cette présentation. Nous allons tout de suite changer. Well, thank you very much for your introduction. Can you hear me well? And I'm sorry. We all need your voice.
Is it too loud? No, it's maybe just a bit nearer. Oh, a little bit near. Okay, yeah, thank you. Well, thank you for the introduction. And yeah, I also like to start with a small thing I want to say to you, Christophe. I still remember with lots of pleasure all the many meetings we had on the Museum of Europe. How to make it, what should be in it. And that connects with my personal interest of the last years. What is Europe actually about? And partly it is, of course, shared culture. And we heard from France this intellectual culture, this collecting. It's all there, and it is carried by people. So in my presentation, I hope I can give you a practical, in a very practical way, how it can work. The title of my talk is The Birth of the Modern Museum in Russia. And that's because Peter the Great, we all know about him, of course, went many times to Europe for different purposes. And I will tell you about that. In 1987, Elinor Bergveld, who we had just speaking, proposed the Amsterdam Historical Museum to make an exhibition on the subject of 17th, 18th century cabinets of curiosities in the Netherlands. One of her students was writing a paper on that topic, which was very new at the time. And Elinor worked then at the Netherlands Office for Fine Arts in The Hague. Our museum learned from our conversations that the majority of the Dutch collectors in the 17th and 18th century had worked and lived in Amsterdam. And so, of course, we immediately said yes. The exhibition opened in June 1992 in the Amsterdam Historical Museum in close cooperation with Elinor's institution. But of course, it was not always easy to trace the objects that had once belonged to specific Amsterdam cabinets. In some cases, we had clue. For example, we knew from written sources that Amsterdam collectors Frederik Ruys, and you will hear more about them, Albert Seba, had sold substantial parts of their cabinets in 1716 and 1717 to Tsar Peter the Great. But how, in heaven's sake, to find these collections in St. Petersburg? What was left of them? In 1991, Josien Driessen, curator at the Rijksmuseum, and I traveled to Petersburg, where we had a meeting with colleagues at the Hermitage Museum, which you see to the left. It's not a very good picture, and the Kunstkamera. The results were beyond expectation. We traced an important correspondence that was also not very well known in St. Petersburg at the time, between the Amsterdam pharmacist Albertus Seba and staff members of Peter the Great, who were in charge of Peter's wish to start a museum in the new city of St. Petersburg. We found out that there were important parts of the collections of Frederik Ruys, Albert Seba, and Maria Merian in the Kunstkamera. This was not known well at all at that moment, also not in Petersburg. And so this was the start of a fruitful cooperation between the Amsterdam curatorial team and a team of curators of the Kunstkamera and the Hermitage Museum. And during a symposium in the spring of 1994, we could exchange ideas for an exhibition on the topic Peter the Great and Holland. 2 years later, this exhibition opened. It was the first time that our museums had cooperated so closely on the role of one person, one of the most remarkable persons in Russian and European history, for the cultural relations between Petersburg, Russia, and Amsterdam.
Here you see the young, dynamic Peter. I don't know how old he is in this picture, but he is supposed to be 24. In 1997, the Tsar departed from Moscow on his first trip to Europe. The Grand Embassy, as it was called, counted 250 persons. Can you imagine? One of the main reasons for this enterprise was to find allies for Russia in the war against the Turks. But Peter also wanted to learn about technical innovation and new developments in arts and science. So Peter was not accompanied by those 250 people all the time, so in the rest of my talk I'm speaking actually about Peter with maybe 2 or 1 other persons. Amsterdam was one of the first cities on Peter's personal list. He arrived in this city and he was quite impressed. In this slide you see the Dam Square with many foreigners in exotic costumes, and well, it was an international and booming trade city with 200,000 inhabitants, which was very large in the Netherlands by that time. He saw the International Stock Exchange, which was totally dynamic at that time, very important. And for a person who wants to build ships, the harbor was, of course, fantastic. An important reason for Peter's stay in Amsterdam was to learn how to build ships. I was just mentioning it. On the picture to the left, you see the shipyard of the mighty East India Company in the Amsterdam harbor, where Peter spent, I have understood, every day, at least half a day, shipbuilding and working with his hands. Developing a modern fleet was important for Peter because of the ongoing war with the Turks, but also because of the political balance in the Baltic region. Peter was also taught how to sail on his own yacht, which he liked tremendously. You see it here with the flag, the Russian flag. But besides shipbuilding, he wanted also to stimulate learning and science in Russia. And for this, his visits to cabinets of curiosities and discussions with their owners were crucial. The visits were recommended by Burgomaster Nicolaas Witsen, who you see here. He was 13 times mayor of Amsterdam. He had a very established position. Nicolaas Witsen descended of a prominent family of merchants in Amsterdam. He studied philosophy and astronomy in Leiden, and he was a poet. He practiced drawing, etching, and engraving. And in 1664, he had spent a year in Moscow as a member of a Dutch delegation. He was fascinated in this city by what he saw, people who came from all parts of Siberia and from Persia. Witsen lived on Herengracht, which you see there, one of the most distinguished New Amsterdam canals, and in his house he had a rich and very diverse encyclopedic cabinet of curiosities. You see here a Pipa Pipa, the toad in the middle, and a Suriname statuette, just as one of the objects of his collection. Peter had another stimulating encounter, which you see here, with Jacob de Wilde, who was owner of a cabinet with a humanistic collection. In this picture, we see the room of the cabinet where Peter, sitting to the right, is being entertained by his host. De Wilde was born in the family of plumbers and pump makers in The Hague. In Amsterdam, and that's typical of that period in our history, he could rise to a high position in the Admiralty of the city, a very prominent organization in the Navy of the Republic.
He had close links with the shipbuilding industry in the Zaanstreek, an area north of Amsterdam. So those connections were very useful for Peter. And also, he had a humanistic collection of Greek coins and antiquities, precious gems, mathematical instruments in a very special room of his house. De Wilde published his collection in 3 catalogues. In one of them, we see the engraving made by his daughter Maria, who we see here, of Peter's visit to her father's cabinet. And Peter took a copy of this book back home. Another cabinet, which we see here, was owned by Levinus Vincent, a trader in damask textiles. It was one of the largest cabinets at the time in Amsterdam. It included artificialia and natria. You can see it here in the text. And he was very smart. He made visitors pay a small entrance fee. That was one of the few cabinets where that happened. And it was visited by sovereigns, monarchs, and scholars. And then another important visit was paid to the cabinet of the pharmacist Dr. Frederik Ruys. In 1666, Ruys had moved from The Hague to Amsterdam, and in this city he held professorships in botany, obstetrics, and anatomy. Ruys followed in his work the modern empirical approach, and this is very, very important because this was not in use at all in Russia when Peter left for Europe. He was a member of academies in Vienna, London, and Paris, and famous for his collection of 2,000 perfect, you see one of them here, anatomical specimens on alcohol and also on dry specimens. These were kept and displayed in 10 cabinets, each with a specific collection. Medical and anatomical theories could be checked by observation of these specimens. And on the 8th of April 1717, Ruys sold his collection to Peter the Great. We will hear more about it later. Ruys was also one of the teachers Peter was looking for. Peter attended the anatomical lessons of Ruys in the Waag, in the Way House, and was even, so I have read, allowed to take an active part in them with a knife. So I don't know what he did. Here we see the anatomical theater and the building where it was in. Ruys was famous in Russia, England, Germany, and France for his capacity to prepare the human body in such a way that it almost seemed alive. To make these objects look a bit less frightening, he decorated them with lace, like in the and other ornaments. And here you see some other preparations. Then, during his second trip to Amsterdam, and this was in December 1718, the whole year, Peter visited again some of those old acquaintances in Amsterdam whom I just introduced to you, like Jacob de Wilde and Frederik Ruys. But he also contacted collectors that he had not visited yet. For example, he went to the house of Maria Merian. Well, you must have all heard about her. She was very famous at the time, born in Frankfurt am Main, and she had moved to Amsterdam in 1691 with her daughters. Because of her interest in exotic entomology, she liked to visit the cabinets of Nicolaas Witsen and Levinus Vincent in this city. Here you see some more work of her. However, at the time when Peter visited her, Maria was very old and sick, and she died. But he could meet her youngest daughter, Dorothea Maria, who showed him her mother's work.
The Tsar was very impressed. He bought 2 large books that contained over 200 sheets of parchment with watercolor birds, fruits, shells, butterflies, and Suriname insects. This time, on his second trip, Peter also visited, finally, the pharmacist Albert Seba, who I introduced already before, on Christmas Day 1716. Seba had corresponded with Peter and members of his court for years about his famous collection of curiosities. To promote it, he had sent already samples to Moscow and Petersburg. And on January 10th, 1716, Peter decided to buy Seba's entire collection, and it was sent by ships to the new city of St. Petersburg on the 4th of June that year. When Peter met Seba finally on that Christmas day 1716, he was already engaged in a new collection, Seba I mean, shells, stones, exotic naturalia, and preparations of animals that could be admired in a room in his pharmacy house in Amsterdam. Here you see the house. It's a much more modest house than the houses on the canals of other collectors. He was also interested in this collection, and Seba promised to send it later in the year as a supplement to the first collection that had already arrived. Now we go to the city of St. Petersburg. As you know, St. Petersburg was a young city. It was founded by Tsar Peter in 1703 as an important gate to the Baltic Sea area. It was crucial for Russia to develop a port and a fleet here because of the importance of the Baltic Sea for trade with northwestern Europe. Peter had built a summer palace in this young city that included since 1714 a special room for the Kunstkammer collections. And that is the summer collection, the summer palace that you see here. This is considered in Petersburg to be the year of the foundation of the Kunstkamera. However, this room was not large enough to include in a proper way the collections of Seba and Ruys that were arriving in the harbor of St. Petersburg. So it was unavoidable to build a much larger new building for these and some new other collections. The Tsar wanted to build this new museum on Vasilyev Island next to the new ministries of the government. Fortunately, it was possible to show meanwhile the Ruys and Seba collections together with the collections from the Summer Palace temporarily in this building, which is called the House of Kikin. I don't know if any of you have seen it in Petersburg, who was a nobleman who had been the friend of Peter, but nevertheless he was executed in 1716. In 1719, people could already visit here the library and, for example, the collections of Seba and Ruys. The Tsar was proud that he could present the collections to the foreign guests. But meanwhile, the work on the new building, the organization of the rooms, and the design of the new Kunstkamera, a very large building on Vasilyev Island, continued. And even though he was often abroad, it was too bad he didn't have a telephone. I don't know how he did it, but he was continuously also, when he was on campaigns, in contact with his staff on the progress that was made. And in January 28th of 1724, he signed a paper with the proposal for also the foundation of an Academy of Sciences and Art that should be housed in this building as a complement to the collections. And a year later, Peter died. His widow, Catherine I, continued her husband's work on the new
Kunstkamera. And in 1728-29, the library and the collections were moved to the new Kunstkamera building. You see it here in the slide. And to the right, in the left wing, there were the collections. The right wing was a library and also for the Academy of Art. And very important, there was an observatory, there was an anatomical theater. Yeah, I'm almost finished. An anatomical theater. So it was all about, and that's why I took as examples Seba and Ruys, empirical research, and that was completely different in Russia before. So it was really meant as a house of active research. Those are my last pictures, just to give you an idea. And here's the Kunstkamera, the ministries, and it was very active on the river, so it was not isolated. And this is the Kunstkamera now, where Josine and I came in 1991. Thank you for your attention. Thank you very much, René, for this very fascinating paper. Merci beaucoup pour cette présentation d'une transposition et d'une intégration de systèmes qui montrent aussi un basculement épistémologique dans la conception de la science. Et c'est vraiment un très très bel exemple de ces passeurs et de l'effet de leurs observations et de leur volonté d'adapter, de s'approprier des modèles.